Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle webconférence du French District. C'est la 8e, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre par ce moyen, qui est un moyen extrêmement agréable pour nous et pour vous, puisque ça nous permet de vous présenter des personnes dont le métier est intéressant, dont la connaissance et l'expertise dans un domaine est très intéressant, et c'est pour ça que vous êtes toujours à nous suivre et toujours fidèles jusqu'au bout de nos webconférences qui ont traité de fiscalité, qui ont traité d'installation. Et là, aujourd'hui, le sujet va être l'immobilier, et pas n'importe quel immobilier, puisque nous allons parler d'immobilier à New York, qui est évidemment un sujet qui passionne beaucoup de gens, un sujet qui fait rêver, et un sujet qu'il vaut mieux aborder avec, si possible, un expert du marché. Et c'est ce que nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui à l'antenne, puisque nous sommes en direct avec Joëlle Laroche de New York. Joëlle Laroche est agent immobilier à New York depuis plusieurs années. Elle est associée avec sa fille Margot. Elle forme la The Laroche Team. Elle dirige une petite équipe à New York qui est particulièrement dynamique, avec qui nous travaillons depuis longtemps. Et nous avons de très bonnes relations. Et puis, ces deux personnes, en plus, vivent à New York depuis 20 ans, ce qui fait d'elles, évidemment, déjà des expertes de cette ville extraordinaire. Et bienvenue, Joëlle. Je vous propose de vous présenter. Vous voyez, on ne triche pas, c'est vraiment New York derrière vous. Oui, effectivement. Là, c'est New York. Voilà. Là aussi, c'est New York. Je vous propose de vous présenter. Oui, d'accord. Donc, je m'appelle Joëlle Laroche. Je suis arrivée il y a une vingtaine d'années à New York, donc seule avec mon mari et mes 5 enfants. Et parmi mes enfants, se trouvait Margot, qui est devenue depuis quelques années ma partenaire dans ma profession d'agent immobilier. Nous avons même été rejoints par mon fils Amaury. Nous avons un 4e larron dans notre équipe qui s'appelle The Laroche Team. C'est assez difficile à prononcer pour les Français, mais on arrive à comprendre même quand ils disent The. On est une petite équipe familiale, on est très dynamique, on est très réactif et on est au sein de Douglas Elliman, qui est la plus grande agence immobilière de Manhattan. Donc Douglas Elliman, c'est un peu à l'image de l'Amérique, c'est assez monstrueux. C'est l'année dernière 1600 appartements vendus, 18 milliards de chiffre d'affaires, 79 bureaux, 5500 agents. Donc, on a tous les avantages d'une grosse agence et d'une petite équipe très réactive. Ok. Voilà. Merci, Joëlle. Compte tenu du nombre de questions importantes et pertinentes qui sont tombées, on a fait le choix avec vous de non pas partir dans un développement type exposé de l'immobilier à New York, mais de rentrer directement dans les questions posées par nos auditeurs. Donc, je vous propose de commencer tout de suite, et en plus, ça commence par des questions qui vont vous permettre de balayer assez large. Donc, la première question qu'on a choisie, qui est une question qu'on doit vous poser assez souvent, une question de Victoire. Quel est donc l'état du marché à Manhattan en ce moment? Alors, c'est vraiment une chance que la personne qui a posé cette question s'appelle Victoire, parce que c'est tout à fait à l'image du marché de Manhattan. Le marché immobilier à Manhattan va bien. Même quand le marché immobilier va mal à Manhattan, il va bien. Donc, je peux vous expliquer pourquoi en quelques mots. En septembre 2008, je vais refaire un peu d'histoire pour qu'on arrive à comprendre quelle est la situation aujourd'hui. Quand la banque Lehman s'est effondrée, les prix avaient à peu près triplé dans les 10 années qui précédaient. Quand la banque Lehman s'est effondrée, les prix ne se sont pas effondrés comme dans d'autres régions des États-Unis, comme par exemple peut-être en Californie, peut-être vous avez plus subi ça en Floride. Mais ici, les prix ne se sont pas effondrés. Les transactions se sont simplement gelées, elles se sont arrêtées. Les prix n'ont pas baissé. Pendant quelques mois, il n'y avait plus de transactions. Puis, progressivement, les prix ont baissé d'environ 30%. Les promoteurs immobiliers ont été suivis par les banques, ce qui leur a permis de ne pas jeter sur le marché tous leurs biens qui venaient à être terminés, et ça aurait fait chuter les prix considérablement. Et là, ils n'ont pas été obligés de faire ça. Simplement, il n'y a pas eu de transaction. Ça a duré assez longtemps. Les prix ont baissé de 30%. Là, ils ont remonté. On est actuellement à peu près, on a remonté au prix normal. Mais pendant à peu près 5 ans, il n'y a pas eu de transaction à Manhattan jusqu'au moment du fiscal cliff.
Le fiscal cliff, c'était fin 2012. En décembre 2012, il y avait un petit conflit entre le Congrès et Obama. Le Congrès ne voulait pas qu'Obama augmente le plafond de la dette et ni qu'il augmente les impôts, mais cependant tout le monde craignait que ça soit le cas. C'est pour ça que tout le monde pensait que le ciel allait nous tomber sur la tête et ne faisait plus d'acquisition immobilière. Finalement, un accord a été trouvé in extremis. Ça s'est pas fait. Et à partir de janvier 2013, là, ça a été une frénésie. Tous les gens qui s'étaient retenus pendant les 5 années précédentes, qui n'avaient pas acheté d'appartement, se sont mis à vouloir acheter et à acheter. Donc là, à peu près jusqu'à mi-2014, chaque trimestre était un record par rapport à l'année précédente. Il y avait énormément de transactions, les prix montaient. Puis, à partir de mi-2014 jusqu'au premier trimestre 2015, on a eu à peu près 3 trimestres consécutifs. Et comme vous savez sûrement mieux que moi, mais quand on a 3 trimestres consécutifs en journalisme 101, on dit que ça constitue un trend, une tendance. Donc, le marché s'est stabilisé. Maintenant, on est retourné dans des prix et les ventes ont baissé. On est retourné dans une situation de base dans laquelle on ne subit plus l'influence de ce qui s'est passé autrefois. Et c'est là qu'on en est. Alors, est-ce que ça veut dire que le marché est en train de s'effondrer? Est-ce que ça veut dire que le marché décroche? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on a absorbé la demande excédentaire et qu'on est dans une situation normale. Il faut faire très attention à Manhattan parce que on a le même problème que partout dans les États-Unis. On n'a pas l'inventaire est très bas, c'est-à-dire le nombre d'appartements à vendre est très bas. Or, quand on se promène dans les rues, on a l'impression que des immeubles sont en train de se construire un peu partout. Et c'est effectivement le cas. Beaucoup d'immeubles se construisent, mais ils ne constituent pas l'essentiel du marché. Ce sont des immeubles qui ne sont pas du tout le même produit que les appartements que Monsieur Tout le Monde peut acheter. Ce sont des immeubles qui représentent seulement à peu près 10% du marché, qui sont des immeubles de très grand luxe à des prix faramineux. Par exemple, en décembre, il s'est vendu un appartement à 100 millions de dollars. C'est difficile à imaginer, 100 millions de dollars, même si l'appartement est grand, c'est quand même un prix faramineux, dans un immeuble qui s'appelle 157 et qui est dans ce qu'on appelle ici communément le Billionaires Row, c'est-à-dire la rangée des milliardaires. Donc c'est la 57e rue, Midtown. Là, il y a énormément d'immeubles qui sont en train de se construire, qui sont tous dans ces prix-là. Donc ça représente pas du tout le marché. 90% des appartements qui se vendent sont des resales, donc des appartements plus anciens. Là, l'inventaire n'a pas augmenté. Donc voilà à peu près l'état du marché. Ok. En question très simple, est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas à Manhattan? Alors, à Manhattan, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a toujours l'impression que ça n'est pas le moment d'acheter, et c'est toujours le moment d'acheter. C'est-à-dire que je n'entends que des gens qui regrettent de ne pas avoir acheté il y a quelques années. Donc, en fait, c'est le moment d'acheter parce que les prix se sont stabilisés. C'est difficile d'acheter, donc c'est pourquoi c'est assez utile d'être accompagné par des spécialistes, parce que, et notamment pour des Français, c'est pas du tout facile de comprendre les méandres de la négociation ici. Mais il est sûr que les prix vont monter, que de façon, il y a un intérêt spéculatif à acheter dans Manhattan, quel que soit le moment en fait. C'est une ville qui intéresse le monde entier, donc quelle que soit la situation économique ici à New York, il y aura toujours des gens dans un pays ou dans un autre qui seront intéressés par acheter, ce qui fait que globalement, il ne faut pas acheter si on a une vision à court terme, mais si on a une vision à moyen terme ou à long terme, il faut acheter maintenant. Oui. Ok. Une question maintenant de Gaëtan qui nous demande bon, dans quel quartier conseillez-vous d'investir? Alors, dans quel quartier je conseille d'investir, oui. Donc, il faut savoir que... Excusez-moi. Pardon. Pendant que vous répondez, on va passer une slide qui montre les différents quartiers. Oui. Voilà. Donc, en fait, Manhattan est constitué de 5 arrondissements. On appelle ça des boroughs. Donc, Manhattan, c'est une petite île. Au nord, il y a le Bronx. Puis, à l'est, on a le Queens et Brooklyn. Et au sud, on a Staten Island. Pour un investisseur, il y a une plus grande sécurité à investir dans l'île de Manhattan parce que c'est là que tous les investisseurs internationaux vont intervenir. Il y a assez peu d'étrangers qui achètent dans les autres boroughs que Manhattan. Ok. Alors après, où investir dans Manhattan? Ça dépend de deux choses en fait. Ça dépend du risque qu'on veut prendre et ensuite, une fois qu'on a déterminé son risque, ça dépend de son budget. Donc, si on veut ne pas prendre trop de risques, il faut investir dans un quartier qui est déjà un quartier reconnu.
Donc, par exemple, on peut investir Upper East Side, Upper West Side, on peut investir Midtown. Si on aime le sud, on peut investir Downtown, donc Soho, Greenwich Village. Si on veut prendre plus de risques, donc oui, pardon, l'avantage de ces quartiers, c'est que quelle que soit la situation économique, on trouvera toujours un locataire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'ici, les charges sont très élevées, que ce soit les charges communes de gestion des appartements et ou bien que ce soit les taxes immobilières. Ce sont des charges extrêmement élevées. Donc, il est très important d'avoir un loyer assuré pour pouvoir à la fois rembourser son emprunt et payer ses charges. Il y a un intérêt ici aussi à investir parce qu'il y a un système fiscal qui est très intéressant qui s'appelle le 1031 Exchange, qui permet à un investisseur d'acheter un appartement, de le louer pendant quelques années, de rembourser son emprunt, et une fois que le marché a monté, de le revendre. S'il décide de réemployer la somme qu'il obtient par la vente en achetant un autre appartement à Manhattan, il va repousser dans le temps la taxation sur la plus-value immobilière au moment où il va revendre le second appartement. Et on peut faire ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on peut faire croître son patrimoine en revendant un petit appartement, en achetant un plus gros et en faisant ça plusieurs fois de suite. Les quartiers dans lesquels on peut investir, si on veut prendre plus de risques, à ce moment-là, ce sont les quartiers émergents. Par exemple, on peut investir à Harlem, qui est extrêmement bien connecté avec Manhattan, puisque en métro, on peut être, si on est situé bien près d'une bonne ligne de métro, on peut être à 15 minutes de Times Square. On peut investir un peu plus au nord à Washington Heights, où c'est un quartier où il y a de magnifiques brownstones qu'on peut acheter pour pas trop cher et habiter dans des conditions très très confortables et toujours dans Manhattan. On peut investir aussi par exemple, Alphabet City, c'est dans East Village, là c'est tout à fait au sud, c'est un quartier émergent. Donc voilà un petit peu le tour des quartiers. Ok. Puis-je vous demander dans quel quartier vous habitez? Upper West Side, dans le meilleur quartier de Manhattan. Okay. En fait, il y a un meilleur quartier par personne. C'est-à-dire que moi, je considère que c'est le meilleur quartier parce que j'apprécie beaucoup la proximité de Central Park, j'apprécie beaucoup la proximité de mon bureau et de mes enfants qui habitent dans le quartier aussi. Et j'apprécie beaucoup le fait que ce soit un quartier qui est assez charmant avec des townhouses assez basses. Il n'y a pas beaucoup de grands immeubles. Donc, c'est une chose qui me plaît. Maintenant, si on aime le New York mythique avec des vues comme celles qu'on voit derrière, là, par exemple, on a la chance là d'être en train de tourner le webinaire dans un appartement qu'on a vendu l'année dernière, qui a une vue incroyable. Si on habite dans un petit immeuble, évidemment, on n'a pas cette vue, quoi. Bien sûr. Okay. Et vous êtes heureuse à New York? Alors, nous sommes très heureux. Non seulement je suis heureuse, mais toute ma famille est heureuse. Et les enfants ont beaucoup de mal à trouver des jobs ailleurs. C'est-à-dire que quand ils trouvent des jobs ailleurs, ils reviennent systématiquement à Manhattan. Je vous poserai la même question en hiver. Alors, on adore l'hiver à Manhattan, contrairement à ce que vous pouvez penser, vous, les gens du Sud, parce qu'on apprécie beaucoup qu'il y ait 4 saisons. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un hiver très rigoureux, on a un été très chaud, on a un printemps magnifique, si ce n'est que cette année, on n'a pas eu de printemps, c'est-à-dire qu'on est passé directement de l'hiver, il neigeait il y a encore quelques semaines, et aujourd'hui, il fait une chaleur à mourir, on est passé directement à l'été. Mais l'automne aussi est très agréable. On appelle ça ici l'été indien, et tous les bistrots ont des terrasses sur toutes les avenues jusqu'au mois de novembre. Mm. Et aussi, à Manhattan, ce qu'on aime quand il fait froid, c'est que le ciel est toujours bleu et il y a toujours du soleil. Contrairement à aujourd'hui où on a beaucoup de nuages, la plupart du temps, on est obligé de se promener avec des lunettes de soleil tellement le soleil est fort, même au mois de janvier, février, quand il fait extrêmement froid. Donc, on a l'impression d'être un peu au sport d'hiver toute l'année, enfin tout l'hiver. Et je vous confirme que nous n'avons qu'une seule saison en Floride. Voilà, c'est différent. Alors, nous avons une question justement, et c'est pour ça que je vous ai demandé où vous habitiez, c'est qu'un auditeur nous demande quels sont les quartiers où les Français aiment habiter. Oui. Alors donc, les quartiers où les Français aiment habiter, en général, vont dépendre de 2 critères essentiels. Très souvent, ça va être la scolarisation des enfants. Et ensuite, bien sûr, leur budget. Donc, la scolarisation des enfants. Si les Français qui veulent habiter à New York ont des enfants qui sont scolarisés dans le système francophone privé, ils vont avoir 2 choix. Soit habiter Manhattan, soit habiter le Westchester.
Le Westchester, c'est un endroit dans lequel il y a une école franco-américaine de très grande qualité, qui est située à, en théorie, une demi-heure au nord de Manhattan. Et là, c'est la vie de banlieue, mais un petit peu le paradis. C'est-à-dire, quand on aime la vie de banlieue, c'est génial. Donc, si on veut, par exemple, habiter une grande maison, avoir un grand jardin, être au bord de la mer, et qu'on est prêt en contrepartie, pour celui qui travaille, à faire le trajet quotidien en train pour aller travailler à Manhattan, et pour celui qui ne travaille pas, de mettre sa casquette et d'être chauffeur de taxi des enfants de la famille pour les amener à droite à gauche en voiture tout l'après-midi. Si on est prêt à faire ça, c'est formidable. Donc, il y a beaucoup de Français qui aiment ça et qui habitent, par exemple, dans des villes qui sont très, très belles, qui sont, par exemple, Mamaroneck, Larchmont, Rice, Scarsdale, écoles françaises qui a réparti ces différentes classes. Si on préfère la vie urbaine, qu'on préfère habiter dans un appartement, qu'on préfère, lorsqu'on descend, avoir en bas de chez vous toute l'activité de New York, à ce moment-là, on habite dans Manhattan. Soit près en général près des écoles quand les familles ont des écoles, donc soit près du lycée français qui est situé à Upper East Side. Donc là, les familles aiment habiter soit Upper East Side, soit Upper West Side, soit Midtown East, parce que c'est accessible pour aller à ce lycée. Si les enfants sont scolarisés dans les autres écoles francophones privées, en général, elles sont situées Midtown, donc près de Midtown East. Et aussi, de plus en plus, il y a des programmes bilingues dans les écoles primaires publiques à Manhattan. Et là, si les familles veulent inscrire leurs enfants dans ces écoles, il faut habiter dans la zone. Donc, par exemple, il y a une école que les Français apprécient beaucoup qui s'appelle PS 84, qui est située Upper West Side. Et donc là, les Français habitent dans la zone de l'école pour pouvoir inscrire leurs enfants dans cette école privée, publique, pardon. Alors, si ce sont des Français qui n'ont pas, là, ça va dépendre en gros du budget et de l'âge. Donc, si le budget est important, les Français aiment beaucoup habiter downtown, Greenwich Village par exemple, Meatpacking District. C'est un quartier qui est magnifique. Ce sont des petites brownstones, des petites maisons rouges, comme on voit dans les films de Woody Allen. Il y a beaucoup d'arbres, des oiseaux, c'est des petits magasins, c'est très très charmant. Ou bien, par exemple, Soho, s'ils veulent habiter dans un loft, parce qu'il y a beaucoup de Français qui apprécient d'habiter dans des lofts. Si ce sont plutôt des jeunes, alors des jeunes par exemple, soit qui étudient encore, soit qui travaillent, les Français aiment beaucoup habiter Williamsburg, parce que Williamsburg, c'est un quartier de Brooklyn dans lequel il y a beaucoup d'activités pour les jeunes, essentiellement des bars. Donc, c'est ce qu'ils aiment beaucoup. Les jeunes peuvent habiter aussi, par exemple, dans le Queens, juste en bordure de la rivière, et bénéficier de magnifiques vues sur la ville, par exemple en habitant à Long Island City ou à Astoria. Et les jeunes qui ont des enfants qui sont petits, non scolarisés, aiment beaucoup habiter dans le New Jersey, juste en face de la rivière de l'autre côté, à l'ouest. Pareil, c'est à 10 minutes en transport en commun de Manhattan, et ça s'appelle Hoboken. Voilà un peu en 2 mots où les Français aiment habiter. Ok. Alors, je vais vous poser une question un peu synthétique, parce qu'elle regroupe beaucoup de questions. Oui. Ça va pas être facile d'y répondre. C'est d'y répondre simplement et si possible pas trop longtemps. Écoutez, ma réponse est oui. Voilà, merci André. La réponse est oui. En même temps, je vais quand même vous poser la question. D'accord, pardon. Mais comment procéder lorsque l'on veut acheter? Alors, en fait, lorsqu'on veut acheter, moi, je conseillerais à des Français qui veulent acheter de commencer par un peu s'éduquer tout seul et bénéficier de toutes les informations qu'on peut trouver sur Internet, parce que ce qui est magique ici, c'est qu'on trouve tout sur Internet. Il y a à Manhattan un site qui est extraordinaire qui s'appelle Street Easy. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais vous envoyer le site si quelqu'un veut l'adresse précise, qui compile les annonces de toutes les agences immobilières, de tous les appartements à vendre, au plus tard 24 heures après qu'ils soient mis sur le marché, puisque c'est le délai que nous, en tant qu'agents, on a pour mettre un appartement sur le marché quand un propriétaire nous donne un appartement à vendre. Donc, je conseillerais aux Français qui veulent acheter d'aller sur Street Easy et de faire leur éducation, de regarder quels sont les biens qui peuvent les intéresser, quels sont les prix, quels sont les quartiers, quelles sont les charges. On peut voir, quand on est intéressé par un appartement, on peut voir combien le propriétaire actuel l'a payé, quand il l'a acheté, depuis quand il essaie de le revendre, s'il a baissé le prix. On a toutes ces informations qui sont compilées. Il n'y a pas de vente de particulier à particulier à Manhattan.
Et ceci dit, ça n'a pas grand intérêt pour les acheteurs, puisque le service d'un agent immobilier, puisque c'est la deuxième étape, je conseille une fois que les personnes se sont fait un peu une idée personnelle du marché en regardant sur Internet, et s'ils sont sur place, s'ils ont la chance d'être sur place aussi en se baladant dans tous les quartiers. La deuxième étape, je conseille, c'est de choisir un agent immobilier. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est choisir un agent immobilier avec qui la personne s'entend bien. Quelqu'un qui partage ses codes culturels, quelqu'un qui l'écoute. Et dont le nom de famille est Laroche. Pas forcément, ça peut être en fait n'importe qui, parce que nous, on a comment dire, on a besoin aussi d'avoir une relation de confiance avec nos acheteurs. Donc, c'est vraiment la relation entre les deux. L'achat d'un appartement, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie de quelqu'un. Donc, il faut vraiment le faire avec quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Et en fait, nous, en tant qu'agent immobilier, on aime aussi travailler uniquement avec des gens qui ont confiance en nous. Donc, pas forcément, on n'est pas forcé de plaire à tout le monde, mais enfin, il faut choisir un agent qui comprenne vos codes culturels. Parce que, par exemple, quand une famille française nous dit, bah voilà, nous, on est 2 parents, on est 2 enfants, et tous les soirs, on dîne en famille, ensemble, autour d'une table. Si j'étais purement américaine, je dirais oui, bien sûr, c'est ce que tu me racontes, mais la réalité, c'est que tu commandes par Internet tes pizzas surgelées, tes enfants rentrent de l'école et ils vont dans le freezer, ils le mettent dans le micro-ondes et ils mangent debout dans la cuisine. Donc, on n'a pas besoin d'espace pour mettre la table dans la salle à manger. Et ce magnifique salon de 25 mètres carrés peut faire salon-salle à manger sans aucun problème. Or, moi, je suis français et je sais que c'est vrai. Je sais que quand on est français, on dîne en famille. Donc c'est des tas de petits détails qui vont permettre par exemple, nous, on fait gagner beaucoup de temps et on évite beaucoup de stress à nos clients du fait qu'on comprend les codes culturels français. On ne serait pas aussi efficace avec des clients d'une autre nationalité, mais quand on partage les mêmes codes culturels, c'est sûr que on fait gagner beaucoup de temps. Et ce qui est important que vous avez indiqué, pour les acheteurs qui sont français en France et qui n'ont pas encore investi aux États-Unis, c'est qu'effectivement, passer par un agent immobilier ne veut pas dire travailler uniquement sur les produits de l'agent immobilier, bien au contraire. Exactement, c'est ça, vous avez raison de le souligner, parce que j'ai un peu tendance à l'oublier, parce que ici c'est comme ça qu'on fonctionne, mais c'est vrai que quand on est français et qu'on veut acheter un appartement dans une ville, par exemple comme Paris, si on veut visiter 10 appartements, il faut aller voir 10 agents immobiliers, parce que chaque agent immobilier a son portfolio de biens immobiliers à vendre, qu'il essaye de vendre en direct à un acheteur. Ici, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'un propriétaire nous donne un appartement à vendre et on va immédiatement le mettre sur le marché et chercher des acheteurs par l'intermédiaire des autres brokers. C'est le vendeur qui va payer les 2 brokers. Le service du broker est gratuit pour l'acheteur. Et il ne faut pas se priver de ce service parce qu'on a accès à tous les appartements à vendre ou à louer sur le marché. Chaque broker a accès à tous les appartements à vendre ou à louer sur le marché. Okay. Donc ensuite, oui, pardon. C'est pour ça que vous insistez sur la notion de confiance qu'il peut y avoir entre le broker, vous et vos clients. C'est essentiel. Et il y a aussi une chose, c'est que nous, on est, comme je disais au début, on est une petite structure, donc on est très dynamique. C'est-à-dire que s'il faut visiter des appartements, que ce soit pour des clients qui veulent en acheter ou en vendre, on est toujours disponible. En gros, bien sûr, comme partout, enfin comme tout le monde à New York, on travaille 7 jours sur 7, mais on aura toujours quelqu'un dans l'équipe qui sera libre pour aller visiter un appartement, pour le montrer à un client. Que ce soit quelqu'un qui vienne, par exemple, pendant 3 jours avec 8 jours de préavis et qui veuille acheter un appartement, on est très organisé, on peut très bien lui faire visiter 15 appartements dans la journée, ensuite le mettre en contact avec tous les intervenants nécessaires à une transaction, et puis après la personne peut rentrer en France et on s'occupe de tout peut se faire à distance. Une chose importante que je voulais dire aussi, mais que j'ai oublié, donc je vous laisse continuer. Peut-être sur la procédure d'achat. Oui. La chose importante que je voulais dire, pardon, c'est qu'on est une petite équipe, mais on est dans une grande structure. Ce qui fait que actuellement dans le marché de la vente, il n'y a pas grand-chose à vendre, il y a beaucoup d'acheteurs. Donc il y a très souvent plusieurs acheteurs intéressés et des sortes d'enchères qui montent les unes sur les autres pour qu'une seule personne finalement réussisse à acheter l'appartement. Et nous, en tant qu'agents de Douglas Elliman, nos offres sont très écoutées. C'est-à-dire que le broker du vendeur et le vendeur vont savoir que on a complètement qualifié notre client. On est sûr qu'il va acheter, il a la capacité financière d'acheter, il a la motivation d'acheter, et ce genre de bien peut l'intéresser. Parce que il y a rien de pire pour un acheteur que de s'investir émotionnellement dans le choix d'un appartement et ensuite de pas l'avoir parce que quelqu'un d'autre a réussi à avoir la transaction. Donc nous, nos offres sont très très respectées. Donc la procédure, c'est de voir un agent immobilier. Et puis ensuite, on vous fait visiter, on vous montre tout ce qui est sur le marché.
Une fois que vous avez choisi l'appartement qui vous plaît, bien, on le négocie avec le broker du vendeur. Ensuite, on vous aura conseillé plusieurs avocats. Vous aurez choisi un avocat. Il faut absolument choisir un avocat spécialisé en immobilier à Manhattan parce qu'ici, c'est différent de la France. Il n'y a pas de notaire. Personne n'a le monopole des transactions immobilières. Donc, chaque partie prend son avocat qui défend ses intérêts. Donc, au moment où l'offre sera acceptée par le vendeur, l'avocat du vendeur va envoyer un brouillon de promesse de vente à l'avocat de l'acheteur qui va le modifier en respectant les intérêts de son client. Une fois que l'avocat de l'acheteur aura considéré que la promesse de vente est signable, il va conseiller à son acheteur, donc à notre client, de signer, de verser 10%, c'est le montant traditionnel des acomptes. Et à ce moment-là, il y a deux choses qui vont démarrer. Si la personne prend un emprunt, c'est la procédure avec la banque. Si la personne n'en prend pas, va démarrer seulement la deuxième partie, c'est le fait de remplir et de préparer un board package pour le syndicat des copropriétaires du condominium. Les condominiums, ici, il y a deux formes de propriété immobilière. Pour un investisseur, seulement les condominiums sont intéressants. C'est la propriété à la française. On achète un appartement, on est propriétaire, on a son titre de propriété. Si on a envie de repeindre sa cuisine en rose fuchsia, on peut le faire. On n'a pas de contraintes. Lorsque un candidat propose d'acheter un appartement dans un condo, le board du condo n'a pas de droit de veto, comme dans un coop. En revanche, il a quand même un droit de préemption. Et pour pouvoir renoncer à son droit de préemption, il veut connaître les tenants et les aboutissants de la transaction. Donc, en fait, cette procédure permet d'éviter les dessous de table, parce que si le prix de vente apparent était la moitié du prix du marché, bah, le board préempterait, achèterait l'appartement, le remettrait sur le marché et le lendemain le vendrait pour le double du prix. C'est à peu près ce à quoi ça sert. D'accord. Une fois que le board package est soumis au management qui le soumet au board, le board renonce à son droit de préemption, l'avocat a terminé sa due diligence, donc il a fini d'examiner le titre de propriété, s'il y a par exemple des hypothèques, il s'est occupé de les faire lever, et à ce moment-là, on peut procéder à la signature de la vente et au paiement des 90% et à la remise des clés. Voilà à peu près la procédure. Très bien. Eh bien, j'ai une autre question synthétique aussi, qui est exactement la même, mais qui concerne en revanche la location. C'est comment se passe une location, comment procéder lorsque l'on veut louer. D'accord. Alors, quand on est français et qu'on arrive et qu'on veut louer à Manhattan, c'est extrêmement compliqué. La façon dont procèdent les propriétaires ici, c'est que pour accepter… Le marché de la location est très actif en ce moment. Il y a beaucoup de candidats à la location et pas beaucoup d'appartements à louer en proportion. Donc, il faut présenter… Pardon. D'inclure une petite parenthèse aussi sur les très nombreux étudiants qui nous demandent comment louer, etc. Donc, si vous pouvez aussi traiter dans votre réponse… Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, quand un Français se présente et donc la façon de visiter c'est pareil que pour l'achat, c'est-à-dire que on a accès à tous les biens à louer, on peut faire visiter tous les biens qui plaisent et qui correspondent aux critères de la personne. Et au moment où on doit remettre le dossier au propriétaire, nous, on est très expérimenté sur la façon de présenter un dossier de français et on sait éviter les écueils. Parce que le problème, c'est que les Américains ne veulent pas, en général, louer à quelqu'un qui a un mauvais credit score. Credit score, c'est la note de solvabilité qu'accordent des agences américaines à toute personne qui habite ici depuis plus d'un an, qui a une carte de crédit depuis plus d'un an. Donc, tous les candidats à la location ont un credit score et en fonction de leur comportement financier, la note est plus ou moins bonne. Si quelqu'un ne paye pas son loyer, sa note va s'effondrer et un prochain propriétaire va refuser de louer à un candidat qui a un mauvais credit score. Donc, nous, du fait qu'on est expérimenté, du fait qu'on a l'habitude, on connaît les solutions. Elles sont compliquées, mais on les connaît. C'est-à-dire que nous, on ne présente jamais un dossier qui est refusé parce que la personne a un mauvais credit score. Et qu'en gros, la personne est française et qu'elle n'a pas de credit score. Et ça, pour un propriétaire américain, c'est rédhibitoire. Alors ensuite, les étudiants français qui viennent étudier, en général, ont plusieurs options. C'est-à-dire que soit ils ont suffisamment de fonds pour pouvoir louer un appartement tout seul, soit ils veulent l'être en colocation. Quand ils ont suffisamment de fonds, en général, les parents les aident et qu'ils viennent pour une durée qui est assimilée à du long terme, c'est-à-dire qui est d'1 an, c'est relativement la même chose que n'importe quel Français qui arrive, on a des solutions.
Si ils veulent louer à court terme, c'est possible aussi. Il n'y a pas de problème quand c'est pour louer par exemple un studio. Suivant les moyens financiers, les étudiants vont habiter soit à Manhattan, soit en banlieue. Donc en gros, plus leur budget est faible, plus ils vont habiter loin de Manhattan, non pas en distance, mais en temps de trajet en transport en commun. Donc il y a des quartiers qui sont moins chers parce qu'ils sont très inaccessibles. Donc ça peut être une option. Ou bien une option qui est très bonne pour les jeunes Français étudiants, c'est de se mettre en colocation avec d'autres étudiants. Donc soit avec des Français, alors ça c'est très sympathique, c'est plus facile à trouver, mais c'est pas très bon pour apprendre l'anglais. Soit avec des Américains, et dans ce cas c'est plus difficile parce qu'il faut se jeter dans le bain et s'immerger dans la langue en permanence. Et parfois il y a des petites différences culturelles qui font que ça frictionne, mais ce sont les deux options. Et alors là, pour la colocation, nous, on s'occupe pas du tout de colocation. En revanche, comme j'ai 5 enfants qui sont des jeunes adultes, ils ont plein de connexions avec tous les groupes sur Facebook, tous les sites internet de colocation, et on essaye même de mettre les gens en contact les uns avec les autres, mais là, c'est même pas à titre de broker. D'accord. Une question de quelqu'un dont je n'arrive pas à lire le prénom, mais qui nous demande comment rentabiliser au mieux un investissement immobilier à New York. Évidemment, un investissement qui est destiné à la location. Oui. Alors, il faut savoir que souvent, les Français ont une idée qui, malheureusement, ne peut pas s'adapter à New York. C'est-à-dire que souvent, les Français ont l'idée d'acheter ici, par exemple, un studio ou un one bedroom et de le mettre en location à court terme. En théorie, ça serait idéal parce que, étant donné que le prix de la location à court terme est beaucoup plus élevé que la location à long terme, le rendement locatif serait effectivement bien meilleur. Malheureusement, c'est interdit de deux façons. C'est interdit à la fois par la ville de New York, qui a une loi qui interdit de louer pour moins de 30 jours, et c'est interdit par le règlement des immeubles. La grande majorité des immeubles interdit aux propriétaires de louer pour moins de 1 an, ou parfois c'est 6 mois. Mais si c'est 6 mois, on ne peut faire qu'un bail par an. C'est-à-dire on peut louer une fois 6 mois et ensuite garder l'appartement vide. Donc, en 2 mots, il y a quand même beaucoup d'appartements, si on va sur Airbnb, qui sont alloués par des particuliers qui, lorsqu'ils partent en vacances, sous-louent leur appartement. C'est illégal. Les services de la ville font des sondages essentiellement, enfin notamment sur Airbnb, en faisant des descentes carrément dans les appartements dans lesquels ils ont vu des annonces de publicité. Donc de temps en temps, on voit un jeune étudiant qui a sous-loué sa chambre, qui est parti une semaine, ça lui a payé son billet d'avion pour aller en Californie pendant une semaine. Et en fait, il a été dénoncé. En général aussi, c'est ce qui arrive quand les voisins voient trop de va-et-vient dans l'appartement qui jouxte le leur. Ils dénoncent au management le fait que l'appartement est utilisé comme un hôtel, ou en tout cas la location à court terme. Et donc c'est pas quelque chose que je recommanderais. Il y a des gens qui font des choses interdites. Le risque est tel que quelqu'un qui assierait son investissement sur une rentabilité générée par une location à court terme pourrait du jour au lendemain ne plus avoir cette rentabilité, et là ça serait dramatique financièrement. Sans parler du fait que c'est très mal de faire quelque chose d'interdit. Très bien. Donc la seule rentabilité qu'on peut espérer ici à Manhattan, c'est une rentabilité locative basse, beaucoup plus basse qu'en France. J'entends souvent des Français dire qu'ils arrivent à avoir 10% en France, on peut absolument pas avoir ça ici. Donc quand on a 3% à Manhattan, on est content. L'intérêt ici, c'est spéculatif, c'est-à-dire que les prix montent et le marché ne s'effondre pas à long terme. Au contraire, il fait que monter. C'est-à-dire que, en fait, il monte, puis il baisse, il monte et il baisse, il monte et il baisse. Et globalement, il monte énormément. Donc c'est un intérêt plus spéculatif qu'un intérêt de rendement locatif. En revanche, le marché locatif est très dynamique. Alors le marché locatif est extrêmement dynamique, et quand on est propriétaire d'un appartement, on a la sécurité d'avoir un locataire. Si on a un appartement qui est dans un bon quartier, quel que soit l'état du marché, on trouvera un locataire. Si le marché devient difficile, seuls les bons quartiers trouvent des locataires. C'est-à-dire que si on achète un appartement en tant qu'investissement dans un quartier émergent et que le marché s'effondre, il est possible qu'on ne trouve pas de locataire pendant quelques mois. En revanche, si on achète dans un quartier sûr, quel que soit l'état du marché, on trouvera un locataire. Et chose qui est formidable ici, c'est que les locataires se comportent toujours
de façon exemplaire, c'est-à-dire qu'ils payent toujours leur loyer. Ça paraît normal, mais parfois, quand on arrive de France, on trouve ça formidable. Et pourquoi? Parce que si un locataire, c'est pas qu'ils sont spécialement enfin plus raisonnables que d'autres, mais c'est parce que si un locataire ne payait pas, son credit score baisserait et sa vie deviendrait soudain du jour au lendemain une vie de misère. C'est-à-dire qu'il pourrait plus avoir de compte en banque, il pourrait plus avoir de carte de crédit, il pourrait plus acheter de voiture à crédit, il pourrait plus louer un appartement, il pourrait plus obtenir de prêts bancaires, il pourrait plus trouver de travail, parce que à chaque fois qu'on fait une transaction comme ça, on examine le credit score. Un impayé, quand un locataire, par exemple, perd son emploi, il va aussitôt contacter son propriétaire en lui expliquant la situation et négocier avec le propriétaire. Si le marché est à la hausse, le propriétaire va certainement laisser partir très facilement son locataire pour remettre l'appartement sur le marché et le louer plus cher le lendemain. Si le marché est à la baisse, le propriétaire va certainement pas accepter ça. Et alors là, il y a plusieurs possibilités. Enfin, on pourrait expliquer ça s'il y a des gens qui rencontrent cette situation, mais c'est un peu technique. Mais il y a plusieurs possibilités, mais en aucun cas, un locataire va partir sans payer ou rester sans payer son loyer. Donc, pour un investisseur, c'est très rassurant. Okay. Puisqu'on est sur l'investissement, est-ce que vous pourriez répondre à Michel sur un petit peu quelques informations sur les taxes locales pour un propriétaire, bien sûr? Ouais. Alors, quand on achète un appartement, il y a plusieurs sortes de taxes. Il y a d'abord les taxes de transaction et il y a les taxes une fois qu'on est le propriétaire. Donc, les taxes de la transaction, elles dépendent si on achète suivant l'appartement qu'on achète. Si c'est un appartement qu'on achète à un promoteur ou qu'on achète à un particulier, les taxes varient, mais elles sont raisonnables. En revanche, ce qui est très élevé, ce sont les taxes immobilières que paye le propriétaire chaque année. En général, on les répartit mensuellement sur son appartement. Et en général, les taxes combinées avec la maintenance, parce qu'en général, dans les immeubles ici, il y a beaucoup de charges de maintenance, parce qu'il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de services. Donc, il y a très facilement des doorman. Quand on veut un doorman 24 heures sur 24, et il en faut 5 ou 6 pour qu'il se relaye toute l'année, il y a souvent un superintendant qui gère une équipe avec des handyman. Alors, le truc qui est formidable, c'est quand on est propriétaire ou quand on est investisseur ou même quand on habite dans un appartement, si on a un problème de plomberie, on va voir le doorman ou le superintendant et dans la demi-journée, le problème est réglé. Si on veut changer une ampoule au plafond, ils viennent changer l'ampoule. Mais tout ça, ça coûte très cher. Donc, les taxes sont très chères et les common charges sont très chères. C'est ce qui fait que, bien que les loyers soient chers, le rendement locatif ne dépasse rarement 3%. Mais on s'y retrouve de toute façon parce que quand on revend l'appartement quelques années plus tard, bien qu'on ait payé ces taxes élevées, on fait en général un profit important. Tous les gens qui ont acheté de l'immobilier ici ont constitué des patrimoines importants. Quoi. Ok. Est-ce que vous faites de l'immobilier commercial, Joël? Alors, personnellement, notre équipe, à chaque fois qu'on a eu l'occasion de rencontrer un client qui voulait un service que nous ne rendions pas encore, on a cherché quel était le meilleur partenaire avec qui on pouvait s'associer pour pouvoir rendre ce service. Donc, effectivement, on est tout à fait équipé pour vendre des hôtels, des magasins, des ateliers de confection, des restaurants, absolument. Alors, j'ai une question pour vous. Oui. Un Français qui est chef de cuisine et qui souhaiterait venir investir et s'installer à New York pour ouvrir un restaurant. Quel budget doit-il envisager? Alors, du restaurant, ça dépend du quartier, etc., etc. Ouais, voilà. C'est comme si vous me disiez quelqu'un veut venir acheter un appartement à Manhattan. Quel budget faut-il envisager? En fait, on peut envisager tous les budgets. C'est-à-dire que si la personne n'a pas de capitaux, on peut lui trouver des financements. S'il veut un tout petit magasin avec du catering, c'est-à-dire cuisiner et puis vendre et livrer je sais pas moi, ses sandwichs ou ses salades, des choses comme ça, le budget sera extrêmement, enfin, il sera bas. Je veux pas vous dire de chiffres parce que ça dépend tellement du quartier, de la surface, etc. Disons qu'en général, et bien sûr, et si la personne veut jusqu'à un gros restaurant, bah ça peut, il n'y a pas de limite, quoi. Si une personne est intéressée comme ça, vous pouvez nous l'envoyer. On peut les mettre entre les mains d'un spécialiste de restaurant qui, en fonction d'un budget crédible, va lui dire si c'est trouvable ou pas sur le marché au moment où la question sera posée. Mais un petit restaurant de quartier,
une trentaine de couverts à la location, ça peut se trouver à Non, combien? non, je peux vous mettre entre les mains d'un spécialiste parce que je vous dis, moi, je suis en partenariat avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans et je veux pas vous dire de bêtises. Ok. Je comprends, et j'insistais parce que la personne est insistante sur ces questions. Ok. Euh, Jocelyne nous demande combien de temps cela prend pour une transaction immobilière entre le moment où l'on Oui, cherche et le moment où on a les clés. d'accord. Alors en fait, ce délai-là dépend du client. On a des clients qui, par exemple, cherchent pendant 3 ans en visitant 350 appartements. Et on a des clients qui viennent passer 3 jours, qui visitent 15 appartements. La notion de temps que je peux vous indiquer, c'est la notion entre l'offre acceptée et la remise des clés. Nous ne maîtrisons pas du tout la recherche. Ça dépend de la personne et ça dépend du marché. Et ça dépend de ce que la personne cherche. En revanche, à partir du moment où on a une offre acceptée, il faut compter, si la personne prend un prêt, on va compter dans les 2 mois à peu près, parce que le délai le plus long, ce sera le temps de libérer les fonds du prêt. Ce sera la banque qui va prendre le plus de temps. Si la personne arrive avec du cash, on peut faire la transaction en 1 mois. D'accord. Merci pour Jocelyne. Une question maintenant de Martine qui nous demande, Oui. je sais que c'est pas simple, mais quel est le prix moyen d'achat pour un appartement de 2 chambres qui peut être ou à Manhattan, bon, c'est large, ou à Brooklyn? Je sais. Il faut bien donner Bah, des moi, budgets. Enfin, non, non, non. Je conseillerais à Jocelyne de nous contacter et on pourra lui donner un budget c'est par Martine. C'est quartier. Martine. Martine, pardon. On pourra lui donner, d'abord, on pourra lui expliquer quels sont les différents quartiers et comme ça, elle pourra limiter son choix à certains quartiers qui correspondent à ses critères. Parce que, disons que dans Manhattan, le quartier le moins cher, on va peut-être trouver un appartement de 2 pièces, de 2 chambres, mettons à 800 000 dollars. Le plus cher sera à 100 millions de dollars. Et Brooklyn, c'est un peu moins cher. Et puis après, il y a toute la fourchette entre les deux. Très bien. Donc, comme Ça, 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 la fourchette est parfaite. On commence à 800 000. Ok, on commence à 800 000 dans un quartier où peut-être que Martine n'aimerait pas investir. bien sûr. Euh, Hervé nous demande pour ce qui est de l'aspect juridique, donc ce que vous Oui, évoquiez, que les avocats font la transaction, permettent la oui, transaction. Évidemment, il imagine que tous les documents sont en anglais. Alors effectivement, oui. est-ce que vous aidez à les traduire, est-ce que vous aidez à les comprendre? Je parle de vos clients, Ah, bien sûr. d'accord. Donc en fait, quand nos clients sont français et ne parlent pas anglais, on leur conseille de s'adresser à un de nos avocats qui parle aussi bien français que l'anglais. Tous les documents sont écrits en anglais. Ils ne seront pas traduits en français parce que ça n'aurait pas de sens de traduire mot à mot. En revanche, ils sont expliqués ligne par ligne en français aux clients acheteurs qui ne parlent pas anglais par l'avocat. Par Voilà. l'avocat, puisque nous, en tant qu'agent immobilier, on a interdiction formelle de donner des conseils juridiques. Bon, pour des Français qui sont en France, évidemment, le notaire est quelque chose d'extrêmement rassurant. Aux Non, États-Unis, oui, oui, pardon. Oui. non, non, aux États-Unis, est-ce que vous pouvez, vous pouvez rassurer nos auditeurs sur le fait que ça se passe, les transactions se passent très bien entre avocats. Il y a quelque chose de négocié, bien sûr. En revanche, les transactions sont très fluides. On est d'accord? Absolument, absolument. Il n'y a aucun rouage, il n'y a aucun grain de sable dans les rouages. La négociation est très libérale, donc c'est vraiment la loi du marché. Donc, on n'hésite pas à négocier de façon très proactive, mais les avocats sont extrêmement sérieux, extrêmement crédibles. Ils sont là, Euh, les ventes se passent. et ils sont là pour que les ventes se fassent. Ce sont des avocats qui sont spécialisés dans les ventes immobilières à Manhattan, donc ils en ont déjà fait plusieurs milliers. Donc c'est très rassurant. Ils sont connus sur la place publique. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que les clients, quand ils doivent verser la compte, doivent le verser sur le compte séquestre de l'avocat. Et en général, ils sont un peu inquiets parce qu'en anglais, on dit escrow account. Voilà. Donc, j'ai des C'est clients toujours un français peu qui disent, mais je ne veux pas mettre mon argent sur le compte d'un escroc. Mais en réalité, un avocat enfin, c'est un peu comme si on se posait la question d'une banque. Une banque, c'est privé, mais est-ce que quand on met son argent dans une banque privée, on a peur que la banque vous vole l'argent? Aux États-Unis, non.
tout à fait. Xavier nous demande si nous avons j'imagine, en vue d'une future acquisition, des travaux à faire. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver des artisans ou des décorateurs? Avez-vous des conseils ou des astuces pour mettre en valeur nous-mêmes l'appartement que nous aimerions vendre? Alors bien sûr, je réponds à Xavier avant que vous répondiez. Il y a de Oui, très nombreuses adresses et bonnes adresses sur le Friend District. Il y a de très nombreux articles sur l'immobilier et oui, sur le Friend District. Et vous tomberez souvent sur le nom, évidemment, de Joël Laroche, qui est membre du Friend District et qui est là depuis longtemps. Euh, mais je pense que Joël a des choses aussi à vous dire sur, effectivement, cette mise en valeur et les travaux que l'on pourrait faire du bien. tout à fait, tout à fait. Donc nous, on a beaucoup de clients investisseurs qui. Alors il faut savoir qu'ici, on peut pas acheter un appartement en très mauvais état parce que les vendeurs sont très informés et ils savent que si on met un frigo et une cuisinière en acier inoxydable, ça donne un peu plus d'allure à la cuisine que de laisser le vieux frigo d'il y a 30 ans. Donc en général, ils redonnent un coup de peinture, ils refont la cuisine, la salle de bain. C'est pas forcément très bien fait, mais ils font des travaux cosmétiques. Donc c'est difficile de trouver des appartements dans des très très mauvais états. Les seuls cas où ça arrive, c'est quand une personne décède et que les héritiers sont fâchés et qui veulent juste se débarrasser du bien le plus rapidement possible et répartir le patrimoine. Mais ceci dit, on a beaucoup de clients nous, qui veulent améliorer les appartements qu'ils achètent. Hein, et donc, on travaille avec des entrepreneurs, on travaille avec tous les corps de métier. En fait, on a des entrepreneurs, on travaille avec des décorateurs, on travaille avec des artisans. On travaille avec des interior designers, puisqu'ici c'est le pays du service. Beaucoup d'ailleurs sont dans French District. Hein. Et si les personnes parlent pas trop bien l'anglais, on peut soit servir d'intermédiaire pour les aider, soit leur trouver des artisans ou des entrepreneurs francophones ou des décorateurs francophones. Donc on a beaucoup de clients qui font ça, qui suivent même les chantiers à distance, puisque maintenant on peut tout à fait nous aller visiter l'appartement avec un iPad et puis filmer le chantier tel qu'il est tous les 3 mois ou tous les mois suivant la durée des travaux. Ok. Il nous reste environ 15 minutes, Joël. Je vous propose Ouais, qu'on essaie de. Il y a beaucoup de questions encore, donc d'essayer de faire des ouais, réponses courtes. Et ouais, bien d'accord, pardon, évidemment. oui, je parle trop. Non, non, pas du tout. Au contraire. En même temps, vous ne pouvez pas ne pas donner des précisions qu'on vous demande. Euh, En revanche, évidemment, toutes les questions qui ne seront pas traitées vous seront envoyées D'accord. vous verrez comment vous pouvez y répondre, évidemment, avec votre expertise. Euh, donc nous avons alors une question qui est intéressante parce que nous on la vit aussi, en tout cas on la reçoit assez souvent. Est-ce que l'achat, vous n'êtes pas, je sois clair, vous n'êtes pas avocate et vous n'êtes pas avocate spécialisée en immigration. Cependant, il y a Oui, une question qui revient tout le temps. Est-ce que l'achat d'un oui. bien immobilier à New York me donne droit à un visa pour rester aux États-Unis? Alors, comme vous disiez, je ne suis pas avocat, je le répète, je n'ai droit de donner aucun conseil juridique. En Exactement. revanche, je travaille avec des avocats dont les clients, parfois, achètent des appartements et obtiennent ainsi des visas. Donc, je peux mettre en contact des gens qui seraient intéressés avec des avocats spécialisés en immigration qui font ce genre de choses. Et avons-nous, une question qui revient souvent aussi, avons-nous droit à un prêt immobilier aux États-Unis même si nous sommes français? Alors, ça dépend. La plupart du temps, non. La plupart du temps, les investisseurs français, s'ils n'ont pas de cash, empruntent en France en mettant un bien immobilier français en garantie et arrivent ici avec du cash. Il arrive parfois que des banques prêtent à des Français qui ne viennent pas habiter ici. Il faut que ces Français, la seule banque pour l'instant actuellement qui fonctionne dans ce genre de système, c'est-à-dire qui accepte de globaliser le patrimoine des clients, c'est HSBC. Donc nous, on a beaucoup de Français qui ont des patrimoines en France, par exemple, qui sont clients premiers HSBC ou si besoin qu'ils le deviennent, qui ouvrent un compte ici et qui font un emprunt ici. Et si c'est uniquement un investissement, il y a des plafonds qui sont de l'ordre de, je ne veux pas dire d'erreur, il faudrait contacter quelqu'un d'HSBC parce qu'en plus ça peut changer du jour au lendemain. Mais il y a quelques semaines, c'était de l'ordre de, la banque pouvait prêter 40% du prix de l'investissement. Et si les gens habitent en France mais ont prévu de venir habiter ici et que ça va devenir leur résidence principale, il y a quelques semaines, HSBC pouvait prêter jusqu'à 60%. Mais c'est au cas par cas, ça dépend du patrimoine. Bien sûr. Cécile nous demande si on achète un appartement comme investissement. Est-ce que vous, donc la Roche Team, Oui. vous pouvez nous aider à trouver un locataire?
Alors complètement, on peut complètement, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec tous nos investisseurs, c'est-à-dire que le jour où la transaction est signée et les clés sont remises, nous mettons l'appartement en location sur le marché en tant qu'agent immobilier. On fait de la publicité auprès de tous les clients potentiels locataires qui pourraient être intéressés. On s'occupe des visites, on s'occupe de négocier le bail, de le faire signer, de remplir le board package parce que de la même façon, quand on loue un appartement, il faut soumettre tout un dossier au board pour qu'il n'exerce pas son droit de préemption, qu'il renonce à exercer son droit de préemption sur la location. Et ce service-là est payé intégralement par le locataire, c'est-à-dire que c'est gratuit pour l'investisseur. Ok. Et en général, on suit ça, c'est-à-dire quand le locataire s'en va, le propriétaire nous redonne l'appartement et on fait ça depuis des années. Okay. Nous avons une question de Juliette et Joseph qui vous demandent si vous pourriez vous occuper de la revente de leur appartement au cœur de Manhattan. Je pense que c'est votre métier. Bah, c'est complètement notre métier, c'est exactement ça, c'est le cœur de notre métier. Nous, on fait deux choses, on vend des appartements et on achète des appartements. Donc, absolument. Donc, s'ils veulent nous envoyer un email, on pourra prendre contact avec eux. On peut faire ce qu'on appelle un CMA, c'est Comparable Market Analysis, c'est-à-dire une étude de tous les appartements similaires qui ont été vendus récemment dans le quartier et tous les appartements comparables qui sont sur le marché aujourd'hui. On peut aller visiter bien sûr leur appartement et on peut leur expliquer tout notre plan marketing qui est très efficace et très proactif. On met l'appartement sur le marché, on le fait visiter, on le négocie et on s'occupe de tout. Oui. Alors justement, cette question est à compléter avec celle de Valentin qui nous demande combien de temps faut-il compter si nous voulons revendre notre appartement. Alors là, c'est bon, c'est difficile à dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la mise en vente et la réception des fonds. D'accord. Donc, en fait, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va compter. C'est en général, disons qu'il y a une moyenne par trimestre. La moyenne du premier trimestre 2015, elle est facile à retenir, c'est 100 jours. Donc 100 jours, c'est 3 mois, 3 mois et demi, un peu moins de 3 mois et demi. Ça, c'est la durée moyenne. Après, les appartements sont des appartements individuels, ce ne sont pas des statistiques. Donc, ça va complètement dépendre à la fois de l'appartement, du marché et de la façon d'établir le prix. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, le marché est très actif, l'appartement n'a pas de défaut majeur et il est mis à un prix raisonnable. Dans ce cas, il va se vendre beaucoup plus vite. Il peut se vendre. On a vendu des appartements en une semaine. Alors, c'est pas le moment où le closing a lieu, mais c'est le moment où on a une offre acceptée avec un acheteur qui est prêt à signer ou qui a signé la promesse de vente. Donc, il y a de grandes chances que le deal aura lieu dans 2-3 mois. Si le marché est mauvais, bien sûr, les temps sont rallongés, d'autant plus que l'appartement a des défauts. C'est-à-dire que par exemple, nous, on donne beaucoup de conseils à nos investisseurs. Il ne faut pas acheter un appartement dans lequel il y a des défauts rédhibitoires. Par exemple, on peut être tenté d'acheter un appartement qui a un prix extraordinairement bas parce que les charges sont très élevées. Et ça, c'est un gros risque parce que si le marché un jour n'est pas fluide, ce sont des appartements qui se revendront pas. Donc on peut rester avec, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, un appartement qu'on n'arrive pas à vendre parce qu'il a un défaut majeur. Donc voilà, ce temps, 100 jours, c'est la moyenne aujourd'hui. On peut dire qu'actuellement, si un appartement n'a pas de défaut et que le prix est bien établi au prix du marché, ça se vend très vite. Très très vite. Et souvent même, en ce moment, quand on fait des open house, on a beaucoup de visites et il arrive qu'on ait 8 offres en un week-end. Ok. Alors justement, sur une question de Astrid qui nous dit quels sont les gros pièges à éviter, les grosses choses à voir, à repérer lorsque l'on visite un appartement à acheter, à acquérir. Oui. Donc, par exemple, le pire des défauts à Manhattan, le plus grand défaut, c'est la pollution sonore. C'est quelque chose dont on ne s'aperçoit pas quand on visite un appartement en un quart d'heure. Un dimanche, par exemple. Exactement. Donc, quand on décide d'acheter un appartement, il faut être très vigilant et il faut regarder si à proximité, il n'y a pas une entrée d'hôpital avec des urgences et que la rue est autorisée au klaxon des ambulances. La même chose pour les pompiers.
La même chose, il faut regarder s'il n'y a pas des travaux en face avec un immeuble de 50 étages qui va se construire et il va y avoir 2 ans de travaux et avoir un prix épouvantable. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut regarder en premier. S'il y a un problème de pollution sonore, il faut passer. Ensuite, les autres défauts, par exemple, et ça, c'est une chose à laquelle nous, on est très habitués, la façon de se comporter des Américains est de ne jamais mentir autrement que par omission. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas vraiment la façon dont les transactions marchent ici, vous pouvez visiter un appartement, vous l'achetez, et puis après, l'année suivante, un immeuble se construit en face de vos fenêtres, et puis finalement, vos fenêtres sont totalement bouchées parce qu'il y a un immètre à 1,50 m. Et le client va se plaindre en disant, mais au broker du vendeur, vous ne m'avez pas prévenu qu'un immeuble allait se construire là. Alors, soit il n'était pas au courant, ce qui est possible, et c'est le travail de l'avocat de se renseigner, soit il était au courant, mais on ne lui a pas demandé. Donc, nous, on connaît toutes les questions, et il y en a beaucoup, qu'il faut poser au broker des vendeurs. Après, il y a l'exemple, je vous disais, il faut pas acheter si les charges sont trop élevées. Ça, c'est un gros défaut. Les charges élevées, c'est un gros défaut. Si, par exemple, on achète un appartement qui est le résultat de la combinaison de 2 appartements, il faut s'assurer que ça a été fait légalement. Sinon, ça va générer du délai et du temps pour obtenir les permis et de l'argent. Même chose pour les terrasses. Quand les gens achètent des appartements sur des terrasses, il faut vérifier que la terrasse a été construite légalement. Donc, il y a tout un tas de petites choses dont il faut s'assurer, et je peux pas vous donner une liste exhaustive. En fait, il y a des questions suivant l'appartement, quoi. Bien sûr. Une question de Françoise qui nous demande si elle cherche un bien immobilier à New York, oui, et elle nous demande si elle est obligée de se déplacer ou si tout peut être fait à distance. Alors, en pratique, elle n'a pas du tout besoin de se déplacer. C'est-à-dire que nous pouvons faire la sélection, envoyer des listings par Internet. On peut faire les visites avec un iPad et tout montrer comme ça. Si cette personne a des amis ou de la famille qui habite Manhattan, on peut organiser la visite pour les amis ou la famille, enfin qui la personne souhaitera envoyer. Pour les signatures, tout peut se faire en donnant un pouvoir à l'avocat. Mais cependant, à titre professionnel, nous, on préfère que les gens se déplacent. On préfère vraiment que les gens se déplacent parce que si les gens viennent de France, c'est vraiment pas cher le prix d'un billet et ils peuvent venir une journée ou deux, il n'y a pas besoin de venir très longtemps. Un appartement, ça coûte très facilement plusieurs millions de dollars. Ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de venir le voir, je pense. Okay. Une question de quelqu'un qui se prénomme E avec un point, donc c'est juste sa première lettre. Vous avez évoqué Harlem. Est-ce vraiment un bon quartier pour investir ou est-ce un quartier dont il faut se méfier? Harlem, c'est un super quartier. C'est-à-dire que ça présente la caractéristique extraordinaire d'être très bien relié par le métro avec tout le reste de Manhattan. Au milieu, Harlem, c'est situé au nord de Central Park. Et au milieu, il y a une ligne de métro qu'on appelle la rouge. C'est la ligne 2 et 3. Où que vous habitiez dans Harlem, vous pouvez, dans Central Harlem, vous pouvez rejoindre cette ligne de métro et descendre à Times Square entre 15 et 20 minutes. Ça vous prend entre 15 et 20 minutes. C'est-à-dire que c'est vraiment, en temps de trajet, c'est extraordinaire. Le Harlem, c'est moins développé que c'était prévu. Il y a eu pas mal de nouveaux immeubles qui se sont construits juste avant que Lehman se casse la figure. Ça a un petit peu refroidi les investisseurs. Mais de plus en plus, il commence à y avoir des petits restaurants, des petits cafés, des bars, des magasins. Sur la 125e rue, il y a énormément de boutiques, de supermarchés, de grands magasins, de grandes chaînes. Il y a même les bureaux de Bill Clinton. Ce n'est pas dangereux comme quartier. C'est-à-dire que les gens peuvent regarder s'ils veulent les statistiques du commissariat de police. Personnellement, on a beaucoup de clients qui achètent à Harlem parce que pour le même budget, ils peuvent avoir 2 chambres au lieu d'une chambre par rapport à Upper West Side ou Upper East Side. Donc en fait, c'est un choix. Quand ils descendent dans la rue, il y a moins de choses à faire. Il faut prendre le métro pour aller retrouver leurs activités. Au lieu, s'ils habitaient Upper East ou Upper West, il suffirait peut-être qu'ils marchent dans la rue et ils trouveraient tout ce qu'ils cherchent. Mais quand on n'a pas un budget qui permet d'avoir un appartement de la taille qu'on souhaite dans un quartier comme Upper East ou Upper West qui sont juste à côté, c'est un bon choix. Et les prix montent à Harlem aussi. Okay. C'est plus du tout dangereux comme ça l'était il y a 20 ans ou 30 ans. C'est-à-dire que depuis que Giuliani a appliqué la politique tolérance zéro,
y a pas de danger du tout. C'est pas plus dangereux que n'importe quel autre quartier, quoi. Et en fait, les Français qui ne connaissent pas Manhattan ont toujours l'image de Harlem qu'on voit dans les films. Et à condition de ne pas faire partie d'un gang qui fait du trafic de drogue ou d'armes, on risque rien. Qui est ce monsieur Giuliani dont vous parlez? Alors, Monsieur Giuliani, c'était le maire de New York qui a récupéré la ville dans un état de délinquance et de criminalité épouvantable et qui a appliqué une politique de tolérance zéro très stricte. C'est-à-dire qu'il voulait que le petit délinquant qui faisait des tags dans le métro soit très sévèrement puni pour qu'il ne devienne pas un grand criminel. Donc à la fois, il y avait une répression énorme et il y avait une prévention énorme. Il y avait beaucoup d'éducation qui était faite, c'est-à-dire quand un petit jeune commençait à commettre une incivilité, à la fois il était puni, mais en même temps il était éduqué, c'est-à-dire qu'on le condamnait à des travaux d'intérêt civique et à des cours d'éducation civique. On lui apprenait que c'était pas bien de détruire le bien public, que c'était pas bien pour les autres et que c'était pas bien pour lui. Et finalement, il y a toute une éducation qui a été faite par ce système de prévention et de répression très très forte. Donc tolérance zéro. Aucun petit acte d'incivilité n'était laissé impuni. Okay. J'ai fait exprès de vous poser cette question puisqu'il y a aussi une question de Manuel qui nous demande, faut-il prendre en compte dans son choix de quartier, à la location ou à l'achat, je ne sais pas, faut-il prendre en compte la dimension sécuritaire, puisque c'est une jeune femme et qu'elle vit seule? Alors, si c'est une jeune femme qui veut habiter seule dans un quartier, bien sûr, il faut qu'elle regarde, il faut qu'elle se renseigne. Elle peut aller sur le website du commissariat de police qui va indiquer le nombre de crimes, délits et infractions qui ont été commis dans les mois précédents dans ce quartier. Mais à titre personnel, nous, ça fait 20 ans qu'on habite là. Je ne connais personne qui ait entendu parler de quelqu'un qui se soit fait cambrioler. Je ne connais personne. Si, moi, j'ai un de mes enfants qui s'est fait voler son vélo en 20 ans, une fois. Bon, elle avait oublié de l'accrocher. Mais, et alors, au point de vue de sécurité pour une femme seule, le métro est très, très sûr. Le seul danger, en fait, qui existe ici, c'est comme il n'y a pas beaucoup de sécurité sociale comme on a la chance d'avoir en France, on peut dire que parfois, les fous sont dans la rue. C'est-à-dire, le danger, ça va pas être les criminels ou les délinquants, mais on peut rencontrer de temps en temps quelqu'un qui a un comportement totalement anormal. Et dans ce cas, il y a des consignes de sécurité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder cette personne dans les yeux, il faut s'éloigner, et voilà. Mais je connais aucune femme seule qui se soit fait agresser, alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, hein, mais c'est incomparable, par exemple, par rapport à Paris. C'est incomparable. C'est beaucoup plus, il y a énormément plus. New York est plus sûr que Paris. Incomparablement plus sûr que Paris. Incomparablement. Et je vais à Paris très régulièrement. Une dernière question, puisque nous avons fait le tour de la montre, nous avons dépassé 1 heure. Je pense que, au vu du nombre de personnes qui sont restées en ligne, vos réponses ont été extrêmement écoutées. Et personnellement, à moins que ce soit le paysage, peut-être aussi. Exactement. Une question d'Olivia, qui nous demande, pouvez-vous nous décrire le paysage qu'il y a derrière vous? Ah, tout à fait, oui. Alors attendez, il faut que je le regarde. Hop. Donc de ce côté-ci, on voit le sud de Manhattan. Donc je peux voir l'avenue, c'est la première avenue, avec ça vous pouvez peut-être pas le voir à la caméra, mais je vois toute une enfilade de voitures et notamment énormément de taxis jaunes entre les deux rangées d'immeubles, qui sont en fait des tours, des buildings très élevés. Un peu plus à l'est, je vois les terrasses des brownstones qui sont plus basses. Donc il y a des terrasses qui sont soit arborées, ou soit simplement des terrasses qui ne sont pas utilisées, mais qui sont beaucoup plus basses et qui sont très très charmantes. Je vois un immeuble qui est en train de se construire, qui est le 157, qui est un immeuble qui va avoir peut-être, je ne sais plus si c'est 90 étages, mais qui est extrêmement haut, qui est très filiforme et qui vaut une fortune, donc qui est sur la 57e rue. Je vois le haut du Chrysler Building, qui est un immeuble mythique de Manhattan. De l'autre côté, je suis pas sûre de pouvoir me tourner, mais disons derrière moi, j'ai la rivière. Donc j'ai la rivière sur laquelle on voit passer des barges et des péniches. Dans le ciel, on voit souvent passer des avions parce que LaGuardia est par là-bas.
Et la nuit, le spectacle est magnifique. C'est-à-dire que tous les appartements sont illuminés, le reste de la ville est tout noir et c'est splendide. Enfin, c'est comme dans les films. D'ailleurs, Alors, quand je sais que les gens qui habitent ici nous ont dit finalement, je sais pas pourquoi on a installé la télévision, on la regarde jamais, on est tellement content de regarder par la fenêtre. je vous envoie un petit bout de Miami Beach. Je sais que vous Oui, adorez New York, mais voilà un oui. petit bout de Miami Beach. Ah, c'est très beau aussi, oui. Merci beaucoup, beaucoup, Joël, d'avoir passé une heure Avec avec grand nous. plaisir. Merci beaucoup à tous d'être nombreux, d'être fidèles au Friends District. J'espère que nous vous offrons un service de qualité, notamment grâce à des personnes comme Joël, qui sont des agents immobiliers réputés et qui sont des clients pour nous et partenaires merveilleux, avec qui nous avons beaucoup de plaisir à échanger et nous avons beaucoup de plaisir à recommander ces services, très sincèrement. Merci beaucoup Joël, merci à toute votre équipe, merci à Margot qui est en régie là actuellement pendant cette webconférence. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée pour les Français et une très bonne journée pour les Américains.